Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 10 du podcast Culture Athlétique. Bon, jusqu'ici vous avez surtout eu des échanges, des dialogues, des podcasts avec des invités passionnants que j'ai eu le plaisir de recevoir. On a parlé performance, on a parlé parcours, transmission, discipline, et aujourd'hui c'est un peu différent. J'avais envie de passer à un épisode solo, alors sûrement le premier de d'autres. Juste vous et moi, un micro, un thème, pas de caméra, alors pas d'invité cette fois, mais c'est juste qu'en fait, recevoir un invité, ça demande beaucoup d'organisation, et quand on veut être régulier sur des podcasts, bon là ça fait un moment que j'en ai pas fait de podcast, donc je m'en excuse, même si je n'ai pas d'excuses en fait, mais c'est vrai que sur les invités, etc., c'était compliqué. Euh, Bref, pas d'excuses, on n'est pas là pour s'inventer une vie. Mais voilà, en tout cas, j'avais envie de changer de format. Juste une voix, qui est la mienne et qui est magnifique, évidemment. Et ben, pour porter une idée forte, un thème, une idée, voilà, un truc que j'avais en tête et que j'avais envie de vous partager. Et donc, pour ce format-là, j'avais envie de revenir un petit peu aux fondamentaux, aux racines de ce podcast, et du concept culture athlétique en entier, d'où il vient, pourquoi il existe, et surtout ce que je cherche à transmettre, quel est le sens en fait, quel est le sens profond de tout ça. Et le thème de cet épisode, donc je l'ai appelé Tout est culture, c'est pas juste une phrase jetée en l'air comme ça, je trouve que c'est un état d'esprit, c'est une manière en fait de voir le monde, de vivre, de bouger, de penser, et c'est une vraie déclaration en fait à ce monde-là, parce que j'estime que je lui dois tout. En tout cas, je lui dois beaucoup de choses. Et c'est aussi j'en profite pour faire un hommage aussi à un podcast que j'écoute depuis des années maintenant, qui s'appelle le Raptor Podcast, donc de Ismail Ouslimani, j'espère que je prononce bien son nom. Et voilà, j'aime bien son franc-parler, son côté sans filtre, la manière dont il pousse les gens en fait à se remettre en question, à se responsabiliser, à grandir en fait dans tous les sens du terme. Et je partage pas mal de choses avec sa vision. Et on partage un peu le même objectif, hein, c'est-à-dire voilà, de rendre les gens certes plus forts, plus athlétiques, euh, quel que soit leur objectif, quoi, plus forts, plus résilients, que ce soit dans le corps mais aussi dans la tête. Et ça c'est super important et c'est surtout l'idée que j'ai envie de développer. Certes, voilà, donner des astuces, des conseils concrets pour avoir un corps plus robuste, prêt à toute épreuve, mais aussi voilà, développer son esprit pour affirmer sa liberté. Ça c'est un des thèmes les plus importants, et tout ça en fait entremêlé de culture et de sport. Voilà, et vous verrez qu'il y a plein de biais qui sont super intéressants. Donc du coup, avant d'entrer dans le cœur du sujet, donc je voulais partager un peu rapidement pourquoi j'ai créé Culture Athlétique, parce qu'on me pose souvent la question et du coup je préférais y répondre en podcast tout simplement. En fait, il faut savoir qu'à la base, je viens du milieu musical, donc voilà, j'étais... alors pas dans le milieu artistique, hein, attention, il y a le milieu artistique où on produit, on est artiste, hein, du coup, donc on compose, voilà, on va en studio, etc. Moi, c'était vraiment professionnel de ce milieu, donc c'était plutôt encadrer les artistes à ce qui se développe en concert, à ce qui... ils partent en tournée, etc. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon objectif, c'était celui-ci, c'était d'être un acteur, en fait, pas du tout un artiste, mais plutôt un acteur de ces personnes-là, leur permettre d'avoir des opportunités, de rayonner, en fait, sur un festival, sur un concert, sur peu importe. Donc voilà, j'étais donc professionnel dans ce domaine, et puis j'ai toujours été à côté assez sportif. Alors ça n'a pas toujours été le cas, mais voilà, depuis, disons, début de ma vingtaine, je dirais même depuis mes 18 ans en fait, j'ai goûté à la musculation, etc., notamment via un ami, Ludo, que je salue, j'en profite. Mais t'inquiète Ludo, je pense faire un épisode exprès sur tout ça, sur l'histoire de comment on peut démarrer la muscu, par quel biais, etc. Et ça va être drôle parce que je vais faire des parallèles avec ça, donc voilà, restez sur
l'émission, le podcast si vous voulez en savoir un peu plus. Tout en apportant des conseils concrets, hein. Je suis pas là pour vous parler de ma vie en long, en large, en travers. Je ne suis personne, littéralement, sur la toile internet. Donc voilà, il faut que je développe tout ça. Et donc, très jeune déjà, j'étais attiré par l'effort physique, par la nature du dépassement de soi, en fait. Et je me suis rendu compte qu'avec le temps, il n'y avait jamais eu de séparation nette entre la culture et le sport. En fait, les deux allaient ensemble, ils dialoguaient, ils s'inspiraient mutuellement. Et en fait, j'ai grandi en écoutant du métal. Et en portant un sac de rando quand j'allais avec mes parents dans les montagnes, etc. Et en vibrant en fait devant des films comme Gladiator, 3, voilà, des films qui ont un certain nombre de valeurs, pardon. Euh, et ça, en fait, tu comprends vite que l'imaginaire culturel, ça peut nourrir la force intérieure, en fait, à travers ce genre de film. Alors oui, certes, tu vas me dire, c'était blockbuster, etc. Mais en fait, quand t'es petit, et que t'as accès à certains films, voilà, c'était les années 2000, hein, donc c'était vraiment l'essor, après l'immense succès de Gladiator, là, il y a eu Enfin, plein, il y a eu quelques péplums qui étaient intéressants, comme 3 par exemple, ou 300, ou Alexandre, que j'ai vu récemment d'ailleurs, que je ne connaissais pas. Ça, c'est une honte. Mais en tout cas, voilà, enfin, je viens un petit peu de cette sphère-là des années 2000. Moi, j'ai pas grandi avec les Rocky, etc. C'est venu bien plus tard, en fait. Rocky, même les Schwarzenegger, etc. J'avais vu quelques extraits, etc. Mais c'est pas du tout ma génération, tu vois. La génération avec laquelle j'ai grandi, c'était plutôt Brad Pitt et son tour de biceps incroyable, qui me paraissait incroyable à l'époque. Et bon, qui est quand même, faut le dire, qui est quand même athlétique, incroyable aujourd'hui. Bien sûr, il y a 90% des gens qui auraient kiffé avoir son physique quand il était dans ce film-là. Mais c'est vrai que maintenant, avec le biais des réseaux sociaux, etc., on se dirait, bon, en fait, c'est un physique lambda, quoi. C'est un physique de lambda, alors que... Bon. Mais voilà, ça c'est à cause des réseaux sociaux. Bref, ça pourrait être une autre thématique qu'on pourra aborder si vous le souhaitez dans le podcast. Mais du coup, j'ai constaté vite en fait que l'effort physique, c'est pas juste du sport, c'est aussi une espèce de quête, une quête symbolique, quoi. Et alors notamment, alors je vais essayer de pas trop en parler parce que c'est pas la thématique, mais quand même, le Seigneur des Anneaux et en fait tout ce qui est lié à l'univers de Tolkien, ça a toujours été mon fondamental en fait dans mon développement personnel. Alors pas pour les batailles ou pour les pics hollywoodiens, etc., mais véritablement pour l'esprit. Alors certes aussi pour l'esthétique, mais pour l'esprit. Cette idée en fait du chemin de croix, voilà, de la mission, du courage ordinaire. Et moi, quand je faisais de longues randonnées, etc., quand je traversais des forêts ou des montagnes, notamment avec mes parents, voilà, j'avais parfois cette impression en fait de plonger dans un univers parallèle. En fait, je vivais des choses qui m'étaient familières par l'imaginaire que je m'étais développé en fait. Et c'était mon niveau à moi, bien sûr, je ne portais pas l'anneau unique, j'étais pas affublé d'une mission voilà, qui sauverait l'humanité, etc. Mais quand t'es gosse, en fait, j'étais pleinement dans une histoire, quoi. Et c'était la mienne, en fait, et c'est comme ça que j'ai trouvé beaucoup de parallèles, en fait. Et c'est vrai que de prime abord, on pourrait se dire le Seigneur des Anneaux, Tolkien, etc., et le sport, ça n'a rien à voir. Bah, je vous jure que si. Je vous jure que si. Et en fait, ce lien entre la culture et le sport, je l'ai aussi hérité. Donc, je le disais, mes parents me l'ont transmis à leur manière, en fait. Je pense qu'ils se sont pas forcément rendus compte. Mais avec beaucoup de randos, de balades, de visites culturelles, de discussions aussi, parce que ma mère était prof de danse, par exemple. Donc voilà, il y a tout ce côté quand même artistique et le fait de bouger. Pas forcément le fait de se bouger physiquement, mais aussi de se bouger pour mériter pour mériter quelque chose, quoi. Voilà. Et ils m'ont formé à leur façon, en posant les premières pierres d'un regard curieux, sensible, ouvert sur le monde. Donc voilà, et c'est pareil pour ma petite sœur, qui est aujourd'hui en Australie et auquel je pense fortement tous les jours, forcément. Alors oui, j'ai une dette envers la culture, parce qu'elle elle m'a apporté dans les pires moments comme dans les meilleurs. Vraiment, elle m'a structuré, elle m'a sauvé parfois. Et c'est pour ça que je continue à y avoir un pied, parce que je lui dois beaucoup.
Et ce que je veux en fait à travers ce podcast, c'est continuer à faire circuler cette énergie. Et maintenant, j'aimerais revenir au sujet, enfin voilà, maintenant que je vous ai un peu expliqué de où ça venait, même si c'était un petit peu bref, mais c'est pour pas être trop long non plus, pour pas faire un format trop long. Euh, mais je pense aussi que la culture, c'est pas ce qu'on croit de prime abord. Voilà, quand on parle de culture, beaucoup pensent à la haute culture, aux musées, aux opéras, aux pièces de théâtre, etc. D'autres peuvent penser à la culture générale, à réciter des dates, à connaître des noms d'artistes ou des concepts philosophiques, des trucs comme ça. Mais pour moi, la culture, c'est pas que ça. Ça l'est, mais ce n'est pas que ça, en fait. Et c'est tout ce qui façonne nos façons de vivre. C'est l'ensemble des habitudes, des codes, des croyances, des gestes que l'on adopte au quotidien. C'est des règles non dites, en fait, des traditions qui sont transmises, des symboles, et c'est profondément vivant. Et quand tu fais du sport, tu es déjà un petit peu dans la culture. Tu t'étires, quand tu t'échauffes, quand tu t'encourages, quand tu encourages l'autre, etc. Quand tu respectes certains rituels, par exemple, en fait, tu participes à un langage collectif. Par exemple, tu vois, alors, je sais pas si je dis tu ou si je dis vous, peu importe. Mais par exemple, dans certains clubs, il y a une manière précise de dire bonjour, de se tenir dans le vestiaire, de se préparer. Et tout ça, c'est culturel, en fait. C'est des codes qui sont partagés. Et si tu changes de club, par exemple, tu sens tout de suite la différence. Même si le sport est le même, etc. Il y a par exemple, voilà, je prends par exemple des célébrations de but, des célébrations au rugby, peu importe. C'est pas juste des gestes pour s'amuser, alors oui, certes, mais il y a quand même cette expression culturelle. Un joueur qui danse par exemple après un but, il raconte quelque chose. Dans son origine, dans son histoire, il revendique une certaine identité. Et donc tout ça, c'est encore plus fort quand on réalise que le sport est un espace assez universel. Peu importe la langue, le pays, le niveau social, les règles du jeu sont les mêmes en fait. Et ça, c'est déjà une forme de culture, je dirais mondiale, même si cette forme de mondialisme m'exaspère de temps en temps, mais voilà. Donc le sport, c'est donc à la fois un produit de la culture, c'est un langage à part entière, et c'est ça que je voudrais explorer avec vous, en tout cas dans cet épisode, et un peu plus dans chaque épisode pardon, de culture athlétique. On va commencer du coup donc par le sport qui est un fabricant entre guillemets de culture quoi. Euh, En fait c'est bien plus qu'un terrain de jeu, je pense que c'est un miroir oui, mais aussi une forge pour faire le parallèle avec notamment avec le Seigneur des Anneaux par exemple et tout le côté moyenâgeux que j'adore. En fait ça reflète un peu ça reflète le monde, ça le façonne. C'est une scène où se rejouent chaque jour les grandes questions de notre époque, l'identité, le pouvoir, la solidarité, les inégalités, l'espoir, voilà, tout ça pour moi c'est le sport. Donc certes c'est aussi très politique. Hein. Par exemple on peut prendre, je pense à Mohamed Ali par exemple. Mohamed Ali, il s'est pas contenté seulement d'être un immense boxeur évidemment, mais il a utilisé aussi sa visibilité pour défendre ses convictions. Il a par exemple refusé d'aller au Vietnam. Il a dit non à la justice, à l'hypocrisie, et il en a payé le prix fort. Parce qu'il a été suspendu, il a été critiqué, il a été isolé, mais il a toujours continué à affirmer ses convictions. Et Mohamed Ali, en fait, je trouve que c'est beaucoup plus qu'un champion, ça dépasse tout, en fait. C'est une espèce de conscience, de surconscience. Alors sans l'idolâtrer, l'afficher en tant que demi-dieu non plus, mais c'est un poète rebelle, quoi, en quelque sorte. Et en fait, il a donné au sport une dimension politique, mais il a encore plus... il a presque plus sacralisé encore plus le sport, quoi, à sa manière. Dans sa manière philosophique, par exemple. Je pourrais vous citer aussi une autre figure comme... alors, comment il s'appelait Colin Kaepernick. Ouais, je crois que c'est ça. J'espère que je prononce bien son nom. Je pense que vous en souvenez sûrement. C'était un joueur de foot américain qui en 2016 a posé un genou à terre en fait pendant l'hymne national, etc.
Bon, c'est un geste simple, silencieux, mais c'est chargé de sens en fait. C'est protester contre les violences policières, etc. Euh, bon, après voilà, faut aussi être lucide. Ce sont des gestes aussi qui sont récupérés, qui sont assez instrumentalisés. Bon, voilà, c'est dans une époque où on nage un peu dans tout ce qui est wokisme, etc. Attention, ne commencez pas, je n'ai pas de posture particulière là-dedans. Mais il y a beaucoup de sportifs aujourd'hui qui veulent plus cocher des cases idéologiques que transmettre des valeurs, en fait. Et ça aussi, c'est... voilà, quand je citais Mohamed Ali, etc., ben, je trouve qu'on s'en éloigne complètement, on n'est plus du tout sur le même terrain. Voilà, c'est pour faire bien sur Insta. Enfin voilà, quoi, je partage pas forcément ce côté-là du sport. Mais je trouve qu'aussi c'est là qu'on doit faire la différence. C'est justement la sincérité dans son engagement. Voilà, et des fois je trouve que c'est un peu du militantisme creux, quoi. Tu vois, et je trouve qu'à la base le sport c'est du concret. La base du sport c'est tout sauf inconcret en fait. Enfin, je sais pas si ça se dit inconcret, mais c'est du réel, quoi. C'est pas un théâtre pour idéologie victimaire ou pour des slogans à la mode, etc. Je vais pas élaborer, enfin je vais pas extrapoler plus que ça, mais il faut pas en fait que ça devienne un outil de propagande, quoi. Je trouve. Et on se centre plus sur ce qu'il faut dire que sur ce qu'on doit faire réellement, quoi. Mais alors attention à pas jeter l'eau avec le bébé avec l'eau du bain, pardon, parce que à la base voilà, ce sont des gestes qui sont des prises de position. Ça venait d'un besoin réel de justice, de dignité, etc. Ne mélangeons pas tout non plus. Et c'est aussi bien pour ça que le sport est puissant, parce qu'il peut incarner ça, parce il part du sol, il part du terrain, il parle des tripes, etc. Et ce rôle culturel du sport, en fait, ce n'est pas réservé aux grandes figures médiatiques, parce qu'il y a aussi chez nous, hein, dans les clubs de quartier, dans nos salles de sport, dans nos compétitions locales, le sport c'est aussi un lieu d'éducation populaire. C'est là aussi que y a des jeunes issus de milieux différents qui apprennent à se connaître, qui apprennent à travailler ensemble, à se respecter, avec des règles communes. Ils découvrent la notion d'effort, de mérite, de solidarité, tout ça, et tout ça en fait c'est culture. Alors encore une fois, sans passer pour comment dire, le Jean-Michel Culture gauchiste, voilà, à souhait. Encore une fois, je vais pas élaborer toute une théorie là-dessus, mais c'est vrai que forcément, voilà, il y a beaucoup d'idéologies émanant du parti socialiste notamment qui s'est un peu emparé de la culture. Mais bref, et donc le sport c'est tout ça aussi, c'est donc pas que dans un livre, dans un musée, etc., mais dans un espèce de vécu, dans un corps, dans de l'expérience. Et même la manière, je trouve, dont on s'équipe, dont on s'habille, dont on parle dans une salle, on raconte quelque chose en fait. Voilà, il y a des musiques qu'on écoute pour s'entraîner. Ça, j'y reviendrai aussi sur la musique parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et j'ai changé de billet en fait par rapport à ça il y a encore quelques années où je pensais que la musique était fondamentale en fait pour progresser. Et ben je suis pas totalement d'accord en fait. Je suis plus totalement d'accord. Mais bref, on en parlera plus tard si ça, encore une fois, ça vous dit. Mais voilà, il y a plein de trucs en fait qui symbolisent en fait cette culture du sport, que ce soit même à travers les habits, les t-shirts, les slogans qu'on affiche, tout ça en fait c'est des marqueurs qui sont, enfin des marqueurs culturels qui sont des signaux en fait, des espèces de messages. Et puis il y a des récits, des histoires, des légendes. En fait, chaque sport a ses mythes, hein, ses héros, ses épopées, c'est ça qui est beau aussi. Quand tu regardes un match historique, par exemple, j'en parlais encore avec un ami, quand je me rappelais du France-Nouvelle-Zélande pendant la Coupe du Monde de rugby en 2007, ce match, pour moi, il est historique. Parce que du coup, donc là, c'est une des rares fois où la France gagne contre le champion néo-zélandais, où là, ils étaient presque imbattables, hein, on les considérait vraiment comme imbattables. Et en fait, avec ce rituel du haka au début, etc., qui marque vraiment les esprits. Enfin, encore aujourd'hui, on retrouve
Voilà, de temps en temps, je vois passer des trends, etc. Quand il m'arrive de scroller comme un esclave fini sur Instagram. Je retrouve encore quelques... Parce qu'avec l'algorithme est bien fait aussi. Mais c'est vrai qu'on retrouve encore des extraits de ce match, quoi. Et, euh, et voilà, et quand alors pas forcément que le rugby, hein, mais on peut parler aussi de plein de combats, de combats de boxe, etc., qui sont assez légendaires. Quand tu parles d'un but légendaire ou d'un exploit qui est complètement improbable, tu participes en fait, tu participes à tout ça, tu participes à cette mémoire collective. Par exemple, la dernière Coupe du Monde, alors pas la dernière, mais l'avant-dernière qu'on a gagnée, du coup, en fait, c'est une vraie mémoire collective. On se souvient ce qu'on faisait à ce moment-là, où on était, quelle personne on était à ce moment-là, etc. Et ça nous marque, vraiment. Ça entretient, en fait, une tradition, ça raconte une épopée moderne. Donc forcément, bah, avec ça, je pense à des films comme Rocky, Creed, par exemple, Coach Carter, Invictus, très beau film aussi. Ce sont pas, en fait... Enfin, pour moi, c'est pas juste des divertissements, c'est des véritables récits, en fait. Des récits culturels. Ils parlent de lutte, ils parlent d'échecs, ils parlent de dépassement, d'honneur. Ils transmettent un nombre de valeurs incroyables. Et en fait, ils construisent des archétypes. Hein. Le sport, ça devient ici... en fait, ça devient une espèce de parabole, une métaphore de vie. C'est aussi pour ça que le sport c'est aussi autant politique que poétique. Parce qu'il peut unir, il a vraiment ce super pouvoir là, c'est d'unir. Mais il peut aussi diviser. Il peut, disons qu'il peut inspirer, il peut aussi servir de prétexte à des idéologies qui sont plus que douteuses, par exemple, voilà, euh, douteuses dans les deux sens du terme, attention. Hein. Je veux certainement pas commencer à politiser mon contenu, même si je dirais ce que je pense et j'en ai pas grand chose à faire. Mais il faut aussi rester lucide, il faut voilà, rester critique et pas tout sacraliser. Mais en même temps, pas tout banaliser non plus. Voilà, le fameux équilibre. Hein. Et le sport, c'est une force. C'est une force qui façonne des corps, des idées. Mais encore une fois, voilà, je vais pas me répéter, mais ça façonne des récits, des identités en fait. Et c'est avec tout ça que. Enfin, c'est une partie de ça aussi qui m'a donné envie de créer Culture Athlétique, bien sûr. J'ai voulu mettre cette dimension voilà, au cœur, quoi. Montrer que l'activité physique, c'est pas un simple outil de bien-être ou de performance, mais c'est aussi une porte vers quelque chose de plus grand. Tu vois, c'est une manière d'entrer dans le monde, de se relier aux autres, de comprendre l'époque dans laquelle on vit, parce que voilà, c'est pas que le sport, c'est pas qu'un jeu, c'est pas que bouger, c'est pas que faire 10 000 pas, c'est pas que soulever une barre à 150 kilos au squat. C'est vraiment une culture, quoi. C'est un truc qui vit, qui te fait vibrer. Tu vois, je pense que c'est en chacun de nous, c'est porteur en nous, à chacun notre manière, évidemment. Et alors après tout ça, une fois qu'on a dit tout ça, tu vas me dire peut-être que voilà, c'est beau les idées, les grandes réflexions, les métaphores, les machins, etc. C'est super, mais concrètement, qu'est-ce que je fais avec ça en fait? Qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon quotidien pour ressentir ce lien entre le corps, l'esprit, le sport, la culture, etc. Et ben en fait, ma réponse est simple. Si vraiment, vraiment super simple. Si t'es quelqu'un qui n'est pas sportif du tout, vraiment du tout, hein, c'est vrai que c'est beaucoup, ça peut être du contenu qui s'adresse principalement aussi à des gens qui veulent se remettre en forme, etc. Qui sont peut-être déjà dans le milieu culturel, hein, qui viennent de ce milieu qui est super, mais qui veulent se reconnecter à leur corps vraiment, et c'est peut-être comment dire, je dirais pas ma base d'élèves, évidemment, mais c'est sûrement une bonne partie des gens qui voudront m'écouter, qui aimeront peut-être mon discours ou pas, évidemment. Mais il y a aussi des choses concrètes à mettre en place. Et c'est aussi ça que je veux transmettre à travers ce podcast. C'est pas que de la théorisation ou voilà, du contenu un peu plus philosophique ou quoi, mais c'est aussi proposer des choses qui sont concrètes. Et je parlais tout à l'heure de revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce qui est fondamental pour l'humain? C'est marcher. Crois-moi, marcher, c'est profond. Et ça marche. Il n'y a pas besoin d'un programme de muscu sur 12 semaines proposé par je ne sais quel influenceur du coin.
Il n'y a pas besoin d'une montre, je me disais une montre connectée, une bague, machin, etc. La panoplie du sportif du dimanche. Il n'y a pas besoin d'une appli de coaching, juste va marcher. Pourquoi marcher c'est bien? Parce que marcher c'est un des gestes les plus humains qui existent. Voilà, c'est universel, c'est accessible à tout le monde, ancré dans notre histoire en quelque sorte. Et pourtant, dans notre monde actuel, marcher est devenu presque révolutionnaire. Quand t'écoutes, voilà, les podcasts, donc du coup je l'ai cité tout à l'heure, mais je le recite. Le podcast du Raptor, donc qui s'appelle 10 000 pas. Voilà, tu vois, le nom est évocateur de quelque chose. 10 000 pas, il y a aussi beaucoup d'autres influenceurs qui se sont appropriés ce thème-là. Voilà, en allant dans l'exagération même parfois d'aller à 15 000, 20 000 pas, 25 000 pas par jour pour garder un physique esthétique, musclé, etc. Bon. Marcher, c'est refuser de courir partout sans but, en fait. Déjà, à une époque où on prend moins le temps des choses, tu vois, là, marcher, c'est prendre le temps de faire quelque chose, se reconnecter à son rythme biologique, à son souffle, à ses pensées. Tu vois, c'est un acte de présence, un acte de conscience. C'est aussi en quelque sorte un acte culturel quand tu marches dans ta ville, dans ton quartier, dans un sentier, dans un endroit que tu aimes bien. Tu lis ton environnement, tu vois. Tu ressens l'histoire des lieux. Tu croises des gens, tu croises des ambiances, des paysages, tu vois. Et alors, j'encourage peut-être pas forcément à... C'est aussi super hein, d'écouter des podcasts, d'écouter de la musique, etc. quand on marche, mais aussi juste être dans le silence complet et juste être confronté, parce qu'on a beaucoup peur de ça quand quand on se remet au sport, etc. Ou même juste pas forcément, mais quand on est sportif, hein. Étant donné qu'on vit dans le bruit ambiant des réseaux, qu'on a toujours besoin d'une petite vidéo, d'un petit contenu, etc., on se refuse, on se prive de ce silence, en fait, qui peut nous être bénéfique, et c'est une espèce de méditation. Et clairement, j'ai eu des idées de fou, comme vous pouvez constater, je ne suis toujours pas Bill Gates, je sais pas qui, ou je sais pas quoi, millionnaire, ou je sais pas quoi, enfin bref. Mais c'est vrai que ça te draine énormément d'idées, tu penses à beaucoup de choses, ça t'aide à évacuer même des fois des sujets qui t'énervent, des choses comme ça. Tu observes des détails que t'aurais jamais vus en voiture, par exemple, que ce soit visuel ou mental, du coup, plutôt que d'avoir les yeux rivés sur un écran, ou voilà. Là, tu vois, tu vis ton espace, tu deviens lecteur, en fait, de ton propre monde, quoi. Bon, encore une fois, c'est des hauts... c'est des comparatifs qui sont, voilà, très philosophiques, machin, etc., mais concrètement... marcher, ce n'est pas que de l'observation, c'est aussi, voilà, comme je te disais, un espace mental, c'est un espace où les gens, les idées viennent, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de penseurs, par exemple des grands philosophes hein, qui marchaient beaucoup, il y avait Nietzsche, il y avait Rousseau, voilà, même Steve Jobs, hein, en fait, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, quoi. Quand tu marches, ton cerveau, il s'ouvre. Il lâche des tensions, des tensions, il se reconnecte à l'essentiel. Marcher, c'est aussi une manière de faire du sport, de manière douce, sans violence pour ton corps, pour tes articulations. Tu améliores ta circulation, pardon, tu améliores ta posture, tu renforces ton cœur. Bon, forcément, voilà, si vous avez jamais de côte ou quoi que ce soit, forcément, tu vas pas renforcer grand-chose, mais c'est quand même ça, c'est quand même une activité. C'est une activité qui complète, qui est naturelle et qui est efficace en plus. Mais plus encore, en fait, marcher, c'est juste simplement reprendre le contrôle. Si voilà, aujourd'hui, vous êtes complètement sédentaire, que vous voulez vous remettre à l'activité, dans une époque où tout va trop vite, où on te pousse à aller toujours plus loin, plus vite, marcher, c'est une forme vraiment, c'est une forme de résistance. C'est dire non à l'urgence constante, c'est dire oui à l'attention, tu vois, à la simplicité, à la conscience. Et ce que je t'invite à faire, du coup, mon conseil du coup concret, mon invitation, je dirais même mon défi, sur ce podcast-là, pardon, c'est que chaque jour, hein, tu trouves un moment où tu vas marcher, que ce soit 10, 20 minutes, même 30 minutes si tu peux, sans ton putain de téléphone, sans musique, juste toi et toi-même. Juste toi et ce qui t'entoure.
pour être présent, pour être là, pour sentir les choses, respirer, observer. Et observer ce qui se passe en toi. Et tu verras, en fait, avec le temps, marcher, ça devient une espèce de rituel. T'as une forme de... Comme je te disais tout à l'heure, c'est une espèce de méditation active. Et en fait, pour te reconnecter à toi, eh ben c'est le feu, c'est top, quoi. Et ça, en plus, c'est déjà une manière de vivre la culture par le corps aussi. Tu vois, c'est une façon simple, mais c'est puissant quand même. C'est d'unir le mouvement et l'esprit, de t'entourer de choses qui te plaisent. Hein. Évidemment, tu vas pas aller dans un quartier ou dans un environnement qui ne te plaît pas. Euh, mais va quelque part où ça t'inspire des choses. Et je pense que ça, réellement, hein, ça nourrit une réflexion. Je dis pas que j'ai un concept là qui est révolutionnaire, parce qu'il y a déjà beaucoup d'influenceurs qui en parlent, etc. Moi, je ne fais que, voilà, après avoir testé plein de choses, j'ai testé plein de méthodes, de trucs comme ça, et maintenant je peux me permettre, avec ma modeste expérience, pardon, je peux me permettre de te donner quelques clés. Et toujours en respectant, voilà, cette espèce d'alliance qui est pour moi juste normale, en fait, du corps et de l'esprit. T'as beau être le mec le plus intelligent qui lit le plus de livres, etc., mais qu'est-ce que t'attends pour bouger ? Qu'est-ce que t'attends, en fait ? Alors ton potentiel, il est là, tu vois, mais avec juste une simple marche, en fait. Entre ta pause entre midi et 2, plutôt que de glander sur l'ordi ou de scroller comme un teubé sur Insta ou TikTok ou quoi, mais pourquoi tu vas pas marcher ? Tu vois ? C'est tout simple, encore une fois, c'est super simple, je vais pas inventer je sais pas quoi, c'est super simple, mais c'est concret. Et peut-être qu'un jour, pendant que tu marches, tu réaliseras que toi aussi, bah, t'es en train de créer ta propre culture. Une culture qui te ressemble. Tu vois, ça te construit. Et ça, il y a personne qui peut te l'enlever. Tu vois ? Parce que là, tout part de là, et un pas après l'autre, tu verras, oui. Tu verras des changements. Vraiment. Et c'est un exemple concret. Voilà, donc sur ce, je te laisse là. C'était un épisode très court, mais j'ai pas envie de faire du contenu trop long. Parce qu'après, voilà, je perds l'attention des gens, etc. Enfin, il faut aussi que j'arrête de dire etc. Ça, c'est le prochain défi, c'est mon prochain défi pour le prochain épisode, c'est d'arrêter de dire etc. à chaque fin de phrase. Plus sérieusement, si tu as envie d'avoir un suivi véritablement avec quelqu'un qui te personnalise un programme, qui t'aide qui t'encourage à bouger et à allier justement ce corps et l'esprit, etc. Il n'y a pas que, etc. Tu vois, j'ai encore recommencé. Il n'y a pas que l'activité physique, mais il y a aussi plein de choses à mettre en place. Que ce soit sur la respiration, que ce soit sur ta visualisation de ton objectif, par exemple. Ça peut être beaucoup de clés mentales aussi, de hacks mentaux à développer. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on a un live avec Alex, donc mon ami avec qui je fais des lives, en fait, tous les mardis ou mercredis, ça dépend. Mais là, mardi prochain, donc dans 2 jours. Attends, là, on est quel jour ? On est dimanche ? Non, ce sera demain. Vu que je publierai le podcast chaque lundi. Donc mardi, donc demain soir, on a un live avec Alex et on va inviter Anthony Lespade, qui est préparateur mental, que j'avais reçu sur le podcast numéro 9, donc celui d'avant, que je te conseille d'aller voir parce qu'il est vraiment super. Et dans ce live, notamment, on va aborder plusieurs questions sur, par exemple, donc comment il intègre certains objets culturels, en fait, dans la préparation mentale, etc. Et je pense que, voilà, ça peut être super intéressant pour toi, si jamais tu as envie d'en apprendre plus sur la préparation mentale, parce que le sport, c'est un tout. Ce n'est pas que bouger, que soulever des barres, etc. C'est aussi beaucoup de mental. Comment créer des habitudes, ça passe beaucoup à travers le mental. Voilà, il a développé une école qui s'appelle Mind, mais on reviendra plus précisément dessus pour le live de mardi. Donc voilà, suis bien mes actualités sur Instagram, je pense que je partagerai ça en story pour le live. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode en commentaire, n'hésite pas à le noter sur Spotify, Apple Podcast, etc. Si tu as des recommandations
pareil, n'hésite pas à me les donner dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Et moi je te dis à la prochaine, salut, n'hésite pas à marcher, commence à bouger, et t'auras des résultats. Salut.